Bonjour à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Je m'appelle Falco Wesemann et aujourd'hui dans le studio avec moi à ma gauche Rémi Lebailly. Bonjour Falco, bonjour à tous. Voilà, le rédacteur de chef de l'hebdomadaire d'Investir, et à ma droite Laurent Albi, le président de la FAT. Bonjour Falco, bonjour Rémi, bonjour à tous. Donc la FAT, c'est l'Association française de l'analyste technique. Donc aujourd'hui, on a une émission de 100% marché avec une troisième semaine de résultats. On va regarder avec Rémi ensemble les résultats. On va regarder évidemment aussi dans le bilan de la semaine le CAC 40, le S&P 500 et aussi un focus sur l'or. Dans le top et le flop, on a Air France et dans le focus ArcelorMittal. Donc on va commencer avec Rémi le bilan de la semaine. Alors Rémi, le bilan de la semaine, qu'est-ce qu'il y a? Alors le bilan de la semaine, commençons par le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, il a tout simplement touché mercredi dernier son plus haut niveau de l'année. Il était même au plus haut depuis la fin novembre 2015, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Il était passé assez nettement au-dessus des 4900 points, à 4932 points pour être précis en séance et 4924 points en clôture. Donc tout allait bien. Et puis les choses se sont un peu dégradées en fin de semaine. Elles continuent à être irrégulières en ce début de semaine à cause des incertitudes politiques qui ont bridé, c'est ce qui est écrit sur le slide, ça définit assez bien la situation, la progression du marché, incertitudes politiques françaises liées aux perspectives d'élections présidentielles avec notamment Marine Le Pen qui remonte dans les sondages et on commence à avoir une possibilité de victoire. Certains envisagent une possibilité de victoire de Marine Le Pen, même si dans les derniers sondages elle est encore loin, elle est à 42-44%, mais ce sont des pourcentages supérieurs à ce qu'on constatait précédemment. Et ça inquiète les investisseurs, ça se voit sur le marché d'actions, ça se voit beaucoup du côté des obligations avec le spread, donc l'écart de taux entre le Bund allemand et l'OAT française, qui s'est écarté fortement. Hier, on a dépassé les 80 points de base, c'est-à-dire que c'est le plus fort écart depuis la crise de l'euro, c'était en 2012. Donc il y a ce facteur politique qui fait plafonner un petit peu l'indice CAC 40, même s'il est tout de même autour de ses plus hauts niveaux de l'année et autour de ses plus hauts niveaux de l'année depuis fin novembre 2015. Donc il n'y a pas d'alarme extraordinaire, mais il y a quand même le sentiment qu'il y a un plafond qui est difficile à franchir. D'accord, bon, merci beaucoup Rémi. Laurent, qu'est-ce qu'il faut faire du coup dans cet moment? C'est quoi votre analyse? Alors, l'analyse du CAC 40 montre qu'effectivement, on est actuellement dans une tendance plate, alors de très court terme. Si on peut voir ensemble le chart à l'écran, vous voyez qu'en fait, ce CAC 40 monte en escalier. C'est-à-dire qu'on a eu une première phase d'impulsion extrêmement puissante à l'été, une longue phase de consolidation latérale, et puis une deuxième phase d'impulsion très rapide, et puis une phase actuelle de consolidation. Donc vous le voyez, on a effectivement, je zoome un petit peu, ce plafond à 4929 points, un CAC 40, il faut le souligner, qui est quand même beaucoup plus faible que le DAX et qui est notoirement plus faible que les indices américains. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, tous les jours, à la une des journaux économiques, on avait des titres qui montraient les records historiques en chaîne de tous les indices majeurs aux États-Unis, et ça ne se retrouve pas sur le CAC qui, vous le voyez, peine, évidemment, on le voit assez bien, à dépasser ce niveau à 4929 points. Alors, si on prend un peu de recul, il faut quand même garder en mémoire que la tendance, elle est haussière. La tendance est lente, mais elle reste haussière. Elle restera haussière tant que ce niveau de support ici, qui a été testé à 2 reprises, je rezoome pour vous permettre de bien voir, vous voyez, c'est ce niveau ici qui est extrêmement important, à 4746, parce qu'il a été testé par 2 fois dans le passé, il y a quelques jours, et à chaque fois, nous avons eu des opérateurs qui ont soutenu le marché et qui ont profité de ces replis pour re-rentrer ou rentrer sur le CAC 40. Alors maintenant, c'est quoi les 2 niveaux qu'on surveille? C'est à la baisse ce niveau à 4746
indice, il ne doit pas être rompu pour conserver ce biais haussier de court terme, ce biais haussier neutre, j'ai envie de dire. Et puis effectivement, si on dépassait les 4929 points, alors cela signifierait qu'on repart à la hausse et que finalement ce moment était un moment d'accumulation où les opérateurs ont un petit peu hésité, mais où finalement la confiance continue de prédominer et par conséquent des opérateurs qui payent parce qu'ils pensent que le CAC a plus de potentiel haussier. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte technique d'ensemble. Oui. Et pour franchir ces 4929 points, est-ce que vous considérez qu'il faut les franchir en clôture, en séance, en clôture hebdomadaire? Qu'est-ce qui pour vous sera vraiment le signal marquant de ce franchissement? Alors évidemment, un franchissement intraday n'a pas beaucoup d'importance. Hein, ça, c'est la base. Il faut qu'il y ait une clôture. Autrement dit, il faut qu'on ait des opérateurs qui conservent les actions du CAC 40 à la clôture. S'ils les conservent à la clôture, ça veut dire qu'ils ont confiance. Et si on continue ce raisonnement, une clôture hebdomadaire serait effectivement encore plus significative, parce que ça voudrait dire qu'on a véritablement un changement de consensus, c'est-à-dire un consensus actuel qui est neutre, avec un curseur qui se déplacerait un petit peu vers plus de confiance, puisqu'on pourrait tabler sur une continuation de la hausse si effectivement, Rémi, on avait cette clôture hebdomadaire. Alors, juste un dernier mot, on va en reparler tout à l'heure, mais on a des indices américains qui ont été à très court terme un petit peu surachetés, qui peuvent consolider un petit peu. Ça veut dire que je ne serais pas étonné de voir le CAC 40 continuer sa progression vers le bas. Autrement dit, ce n'est pas la peine de se précipiter pour payer le CAC 40 ou le produit qui est associé. Plus on s'approchera de cette zone à 4746, plus le timing sera intéressant. J'ai donc choisi un produit avec une barrière désactivante qui est sous ce support à 4746 parce qu'effectivement, là, pour le coup, il ne faut pas qu'on la casse, hein, cette zone de support. Voilà, donc je me dézoome et j'ai donc choisi Falco, un turbo call de code RO93B. Merci beaucoup Laurent pour cette analyse et cette turbo call. Avant de vous présenter les détails de ce produit, je vous rappelle que tous ces produits qu'on présente, qui présentent un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc avant d'investir, je vous invite de vous former. Vous pouvez faire ça sur notre site d'internet produitbourse.bbparibas.fr où vous trouvez plein de vidéos et des brochures sur les détails de produits et comment ils fonctionnent et tout ça. Donc je reviens vers le turbo call sur le CAC 40 avec le code Minimo RO93B qui a actuellement un prix d'exercice, une barrière désactivante de 4730 qui a une échéance de 21 avril 2017. Et actuellement un levier de 29,49. Tout ça pour un prix de vente de 1,45 € avec un CAC 40 de 4869,50. Avec ce turbo call sur le CAC 40, on retourne vers Rémi et voilà le deuxième part de la bilan de la semaine. Oui, alors le deuxième point, c'est Wall Street. Alors on en a un petit peu parlé déjà. Effectivement, Wall Street a battu quasiment des records tous les jours, que ce soit le Dow Jones, le Nasdaq ou le S&P 500. Et ils ont fini vendredi, puisqu'il n'y avait pas de séance de bourse hier, hein, c'était le President's Day. Donc ils ont terminé vendredi sur les trois indices ont terminé sur des plus hauts historiques, avec une progression moyenne sur la semaine de entre 1,5% pour le S&P 500 et 1,8% pour le Nasdaq Composite. La magie, entre guillemets, Trump continue à faire monter les marchés. Là, il a promis un choc fiscal. Alors, on ne sait pas du tout ce qu'il va en être exactement, quoi. On suppose qu'il va baisser fortement les impôts. On a parlé d'un taux d'impôt sur la société de 15%. Et tout ça, les promesses de Donald Trump continuent à faire monter la bourse, et avec donc des indices américains qui sont plus hauts, mais vous le disiez, Laurent, qui sont peut-être un peu surachetés. Alors Laurent, S&P 500. Alors, le S&P 500, hein, bon, alors comme le Dow Jones et comme le Nasdaq, mais aussi comme le Russell 2000, qui est l'indice des petites capitalisations. C'est important parce que ça veut dire qu'il y a de la participation aux États-Unis. Quand on achète une petite cap, c'est pas pour son dividende, c'est parce qu'on pense qu'elle a un potentiel beaucoup plus important justement que les blue chips. Donc, c'est toujours important de voir si les petites caps surperforment. Et on a donc un Russell 2000 qui est fort. On a un Dow Jones Transport qui est fort, qui est sur des niveaux historiques. Donc, vraiment, aux États-Unis, on a envie de dire tout va bien, et d'un point de vue technique à moyen terme,
on ne voit pas pour le moment d'indices qui nous font penser qu'on est à la veille d'un retournement majeur. Alors ceci dit, maintenant à court terme, on voit qu'on a quand même bien progressé ces derniers jours suite à l'annonce de réformes fiscales phénoménales dont on attend toujours de voir en quoi elles vont consister. En tout cas, cette nouvelle, le marché l'a payée et c'est pour ça que le S&P, vous le voyez ici, s'est remis dans une phase d'impulsion et qu'il a beaucoup progressé. Alors cette phase d'impulsion, elle n'est pas nouvelle puisque vous le voyez, le S&P, il est dans une tendance qui est haussière et je vous rappelle que depuis quasiment la première fois où j'ai participé avec Falco à cette émission, on paye le S&P, on a toujours payé le S&P parce qu'on suit cet adage de Wall Street qui dit que la tendance est votre ami et on a une tendance sur le S&P. Donc, tant qu'on n'a pas de figure de retournement, tant qu'on n'a pas d'indicateur de sentiment qui nous montre qu'il y a un épuisement de la part des opérateurs et que l'appétit pourrait refluer, on accompagne ce mouvement. Alors, on accompagne ce mouvement, mais on ne va pas l'accompagner forcément tout de suite. Là aussi, je pense qu'on peut attendre un petit peu, puisqu'on est un petit peu suracheté. Ça veut dire que le S&P est allé peut-être un petit peu trop vite, un petit peu trop haut, et qu'on peut avoir des prises de bénéfices partielles qui rentrent sur le marché. Autrement dit, si je zoome, voilà, vous voyez, si on revenait autour des 2300 points, parce que je ne sais pas jusqu'où le S&P peut baisser, mais si on retournait vers 2300, 2320, à partir de 2320, il faudrait se poser la question de savoir s'il faut rentrer ou pas. En tout cas, je pense que cette semaine, on pourrait avoir soit une consolidation, soit un petit repli, et ça serait finalement une aubaine pour rentrer sur le S&P, puisqu'on a quand même beaucoup d'éléments qui nous font penser que pour le moment, la tendance et le consensus sont haussiers aux États-Unis. Donc, pour toutes ces raisons, cette semaine, alors Falco, j'ai pas choisi un Varan, parce qu'on a toujours choisi beaucoup de Varans. J'ai choisi un Turbo Infini Best Call pour varier un petit peu, avec une barrière désactivante, vous allez voir, qui est très très loin. Elle est, vous voyez, sous ce niveau de support. Regardez où est le marché. Donc vraiment, il y a tellement de paliers avant qu'on retourne sur les 2200 points qu'on ne prend pas beaucoup de risques, je pense, à accompagner cette tendance sur le S&P. Si en plus on arrive à optimiser et avoir un prix d'achat un petit peu plus bas, ça serait juste parfait. Donc le code, c'est le RX36B. Merci beaucoup Laurent. Donc le RX36B, c'est comme vous avez dit Laurent, un Turbo Infini Best Call sur le S&P 500 qui est actuellement un levier de 12,20. Son prix d'exercice et aussi la barrière désactivante sont à environ de 2183. Et voilà, son prix de vente ce matin, c'était de 1,83 € pour un S&P 500 de 2356. Après cette Turbo Infini Best Call, on retourne dans le bilan de la semaine avec Rémi. Oui, alors troisième volet du bilan de la semaine, en parlant à la fois des devises, de l'or, du pétrole. Il ne s'est pas passé énormément de choses cette semaine sur ces trois sous-jacents. Finalement, une semaine un petit peu de consolidation de ce côté-là. On peut peut-être détailler un petit peu sur l'or qui consolide depuis une semaine, mais après un fort rallye depuis le début de l'année. Il avait même commencé un tout petit peu avant. Grosso modo, l'once a gagné 100 $ en environ 2 mois, donc une belle progression. Est-ce que ça va continuer? Ça, c'est un autre sujet. Je crois qu'on va le voir d'un point de vue graphique. Excellent. Laurent, alors, l'or? Alors, l'or, il consolide, c'est-à-dire qu'il est beaucoup monté et qu'on assiste en ce moment à un changement de rythme. Regardez, dans un premier temps, on est monté, alors là pour le coup c'est vraiment une quasi-ligne droite. À partir du mois de décembre, on a eu un petit repli. Pourquoi un repli? Toujours pareil, c'est des opérateurs qui prennent leurs bénéfices, des opérateurs de court terme, et puis tout de suite, le consensus reste haussier, on remonte. On voit malgré tout que cette patte ici de hausse, elle est quand même beaucoup plus petite que celle-ci, avant qu'on ait de nouveau une consolidation. Donc on voit qu'il y a un changement de rythme sur l'or qui fait qu'on est maintenant en train de consolider latéralement. Alors il y a quand même des éléments qui vont pour la poursuite de la tendance. J'ai tracé ce canal, on en est sorti, ou on est plutôt en train d'en sortir. Il ne faudrait pas qu'on recasse ce niveau à 1217 $ pour avoir un avis haussier immédiat de court terme, parce que malgré tout, l'or pourrait baisser un petit peu plus, retourner dans cette zone. En fait, le niveau qui compte vraiment
je vais encore zoomer, c'est les 1180 points, ou plutôt les 1180 $. Tant que l'once reste au-dessus de 1180 $, eh bien, on a une tendance de court terme qui reste haussière. Alors, évidemment, repénétrer sous le dernier sommet, sous 1217 $, ça montrerait une pression vendeuse un petit peu plus forte que ce qu'on peut actuellement anticiper, puisque là, finalement, on est potentiellement dans un range, et que tant qu'on est au-dessus de ce range, on peut simplement considérer qu'on est sur un marché qui se recharge après être beaucoup monté. Donc, en synthèse, de ma part, une conviction plus que modérée sur l'or, parce que malgré tout, c'est vrai qu'on a vu le dollar baisser depuis le début de l'année, mais il pourrait remonter. On voit qu'il y a quand même un appétit pour les equities qui pourrait faire un petit peu d'ombre à l'or, mais toujours la même chose, on garde la même méthode, c'est-à-dire qu'on a un mouvement impulsif haussier, et tant qu'il n'est pas invalidé, on a statistiquement plus de chances de gagner de l'argent en l'accompagnant plutôt qu'en allant contre. Donc tant qu'on reste au-dessus de 1180 $, on reste positif sur l'or, et donc j'ai choisi un varant call de code OX78B avec pour moi un prix idéal d'achat un petit peu au-dessus de 1200 $, c'est-à-dire, vous voyez par là, si on repénétrait un tout petit peu ce support et qu'on repassait ensuite au-dessus, ce serait juste le timing parfait pour rentrer sur l'or. Merci beaucoup Laurent. Donc, il s'agit d'un varant call OX78B qui a une échéance de 16 juin 2017. Donc c'est un investissement de court et moyen terme. Le levier actuel est 12,47. Le prix d'exercice 1300 et son prix de vente de 0,29 € pour un prix d'heure de 1229 $. Avec cette dernière point sur le bullion de la semaine, on se tourne vers les tops et les flops. Bon, Rémi, quels sont les tops et les flops de cette semaine? Alors les tops et les flops sont assez logiquement influencés par les publications de résultats qui sont nombreuses actuellement, on y reviendra dans quelques minutes. Alors le plus gros top, c'est clairement Air France-KLM qui a gagné presque 30% en une semaine. Investir a d'ailleurs titré l'article qui lui a été consacré sur un petit nuage en bourse. Et c'est vrai que le titre a terriblement monté avec notamment une séance de jeudi où il a gagné plus de 12%. Après la publication de bons résultats annuels, le bénéfice d'exploitation a monté de 34%, il a dépassé la barre des 1 milliard. La société, comme toutes les compagnies pétrolières, a profité de la baisse des prix du pétrole. Alors, il y a quand même quelques petites interrogations. La marge d'Air France continue à être assez faible alors que celle de KLM se porte bien. Mais il n'empêche, beaucoup de bureaux d'analyse sont redevenus positifs sur le titre, notamment UBS ce matin qui est revenu à l'achat. Citigroup l'avait fait hier, je crois. Donc un environnement très positif boursièrement actuellement sur Air France KLM. Ça, c'est notre premier top. Le deuxième top, c'est Peugeot. Peugeot qui a gagné 6,6% sur la semaine, avec là aussi une séance référence, celle de mardi, où l'action a gagné 4,3%. On sait que Peugeot est entré en discussion avec General Motors pour racheter Opel. Opel Vauxhall, c'est-à-dire la filiale européenne du constructeur américain. Alors une filiale européenne qui permettrait à l'ensemble Peugeot-Opel de devenir très clairement le deuxième opérateur en Europe derrière le groupe Volkswagen. Mais avec un bémol, c'est que Opel Vauxhall n'a pas gagné d'argent depuis l'an 2000 en Europe. Donc c'est un petit inconvénient, mais il est vrai que Carlos Tavares, le patron de Peugeot, a prouvé qu'il savait redresser les comptes d'un groupe automobile. Donc c'est notre deuxième top. On aura d'ailleurs sans doute du nouveau lors de la publication des résultats semestriels de Peugeot qui a lieu jeudi matin. Et puis le troisième top, donc, c'est Capgemini. La société, elle a publié la semaine dernière ses résultats 2016, avec notamment un très bon chiffre du côté de la rentabilité, qui a été, la rentabilité opérationnelle a atteint 11,5%, c'est-à-dire le haut de la fourchette qui était annoncée par les dirigeants de la société. Et puis un cash flow libre qui a été nettement supérieur aux attentes. Et pour finir, des prévisions d'une nouvelle hausse de la marge qui devrait se situer entre 11,7 et 11,9% pour 2017.
Mais je ne voudrais pas finir ces tops sans citer une petite société qui s'appelle Montagne Neige Développement, qui s'appelle MND. Alors pourquoi? Eh bien parce que la société a gagné 90% en une séance jeudi. C'est spectaculaire. C'est une petite société qui avait été introduite en octobre 2013, qui ne faisait pas grand-chose en bourse. Et puis elle a signé un contrat en Chine pour l'aménagement d'une nouvelle station de ski au nord-ouest de Pékin qui va s'appeler Snowland. Et donc c'est un contrat qui permet à la société de complètement changer de dimension. Donc, pour illustrer qu'il peut y avoir des hausses vraiment très très spectaculaires en bourse, cet exemple de MND. Tout chousse, mais à l'envers. Tout chousse, voilà, c'est ça. Bon, donc c'était le top. Rémi, les flops sont lesquels? Alors les flops, on commence par Zodiac. Zodiac qui a perdu 6,1% la semaine dernière. Alors on sait, on en a parlé il y a quelques semaines, que Zodiac va être l'objet d'une offre publique d'achat ou d'échange de Safran. Mais simplement, il y a un actionnaire de Safran qui n'est pas du tout content de cette opération. Ça, il s'appelle TCI. Et il a fédéré un certain nombre d'autres grands actionnaires de Safran qui détiennent au total 10% du capital et qui contestent l'opération. Je rappelle que l'opération se ferait sur une base de 29,50 € par action Zodiac. Et TCI dit que ça ne vaut que 20 €. Donc TCI remet en cause l'opération et donc ça fait baisser Zodiac puisque l'opération a été annoncée, mais compte tenu des procédures anti-concurrence, etc., elle n'aura lieu que dans la deuxième partie de l'année. Donc en attendant, Zodiac baisse. Deuxième flop, Schneider qui recule de 3,6%. On a parlé des bonnes publications il y a quelques minutes avec Capgemini. Ben là, c'est une publication qui a déçu. Notamment, la société a annoncé qu'elle aurait un surcoût de matières premières de l'ordre de 200 millions en 2017 et ça pèse sur les perspectives du groupe. Et puis troisième flop, Lagardère. Alors là, c'est un flop, faux flop un petit peu puisque le titre avait fortement monté la semaine précédente lorsque la société avait annoncé que son résultat opérationnel serait plutôt supérieur à ce qui était annoncé. Donc c'est un petit flop du côté de Lagardère. Merci beaucoup Rémi. Donc dans les tops, on a vu Air France et Laurent, je crois, vous voulez nous dire quelque chose sur Air France. Effectivement, alors j'ai conservé cette semaine Air France avec une stratégie, j'ai envie de qualifier de très court terme. Pourquoi ? On va regarder le chart ensemble. Bon, vous voyez que Air France était dans une tendance baissière et puis à partir de l'automne, on voit très bien ce changement de consensus. Qu'est-ce que c'est ce changement? Eh bien, vous voyez, ça ne baisse plus. Ça ne baisse plus, ça veut dire qu'on est dans une période qui techniquement s'appelle une période d'accumulation, c'est-à-dire qu'on a des opérateurs clairement qui ramassent le papier autour des 4,75 parce qu'ils pensent que c'est une opportunité de rentrer sur Air France à ces prix-là. On voit un premier creux qui se fait donc ici au mois d'octobre et puis on voit également au mois de février ce niveau qui est à nouveau donc testé et qui de nouveau génère de l'appétit puisqu'il y a clairement du soutien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est cette sortie de range puisque vous le voyez, on est ici dans une consolidation latérale et dans cette journée, on gappe au-dessus de la résistance et non seulement on gappe, mais on fait une bougie blanche assez monstrueuse et puis celle d'après est encore extrêmement impressionnante. Donc qu'est-ce que ça nous montre ça? Qu'il y a beaucoup d'émotions sur le titre de la part des investisseurs puisque comme Rémi le soulignait, on a pris à peu près 30% en quelques séances. Alors là aussi, on est suracheté. Ça veut dire qu'on est allé beaucoup trop haut, trop vite. Et je pense qu'il y a une opportunité à envisager à très court terme si le titre nous donne l'opportunité, enfin, si le titre arrive à faire une petite consolidation et qu'on retournait, je vous ai fait une flèche coudée pour vous montrer que ce n'est pas ce prix que j'ai envie de payer, mais si on retournait autour des 6 €, c'est-à-dire autour de cette résistance qui devient potentiellement support, juste à quelques encablures de ce gap haussier, si on revenait dans cette zone, eh ben, il y aurait une opportunité pour viser quoi? Pour viser 7 €, c'est le prix d'exercice du Varan Call que nous avons choisi. Donc vous voyez, on reste sur un horizon de prix extrêmement serré. On ne vise pas du tout 9, 10, voire 12 €. Hein. C'est vraiment là pour le coup cette semaine du très court terme parce que si on a un repli, alors je pense que ça vaut le coup de tenter l'opération et de rentrer sur repli sur Air France. Comment? Avec un Varan Call justement de code KE17B. Merci beaucoup Laurent. Donc un Varan Call sur Air France avec le code NEMO KE17B qui a un prix d'exercice de 7 €, une échéance de 16 juin 2017, donc un investissement de court terme, à levier actuel de 6,87.
Et voilà, son prix de vente ce matin, c'était de 20 centimes pour un prix d'Air France de 6,64 €. Après cette varicole, on va se tourner vers le focus avec Rémi. Rémi, qu'est-ce qu'il y a dans le focus cette semaine? Alors, je vous ai beaucoup parlé de résultats depuis le début de cette émission. On va faire un petit bilan intermédiaire des résultats du CAC 40. Alors, pourquoi intermédiaire? Bien parce que toutes les sociétés de l'indice n'ont pas encore publié leurs résultats. Il y en a beaucoup, on le verra tout à l'heure dans l'agenda, qui publient cette semaine. Mais il y en a eu un grand nombre lors des 2 dernières semaines. Donc, ce bilan intermédiaire, il porte sur 23 sociétés de l'indice qui ont publié leurs résultats annuels. Et globalement, le bilan est assez positif, puisque d'après notre pointage à investir, 14 ont annoncé des résultats supérieurs aux attentes et une seule a véritablement déçu, les autres étant dans la norme de ce qui était attendu. Autre indicateur intéressant, l'analyse des perspectives, ce que disent les dirigeants de la façon dont ils prévoient l'exercice 2017. Et on sait que la bourse, elle achète surtout le futur. Le passé l'intéresse, mais c'est surtout le futur qui préoccupe les investisseurs. Et là, 2 fois sur 3, les perspectives sont plutôt confiantes. Alors, quelquefois, c'est difficile à interpréter parce que les sociétés donnent assez peu d'éléments. Donc, il y a une petite connotation un peu psychologique là-dedans. Mais on essaye, malgré tout, de déterminer le sentiment des dirigeants sur les perspectives. Et puis, autre point important à signaler, toutes les sociétés, sauf 2, ont augmenté leurs dividendes. Les 2 qui ne l'ont pas augmenté, c'est Crédit Agricole qui avait un dividende déjà assez élevé, qui donne un bon rendement et qui l'a laissé stable. Et puis ArcelorMittal qui ne distribuait plus de dividendes et qui, malgré la publication de bons résultats, a préféré signaler qu'ils allaient investir plutôt que de distribuer un dividende. Mais parmi les autres sociétés qui ont augmenté, il y a quelquefois des augmentations très faibles, Air Liquide par exemple qui a augmenté de 2%, mais d'autres fois des augmentations importantes. On peut en citer 3, Essilor qui a augmenté son dividende de 35%, Valeo de 25% et Capgemini de 15%. Donc de belles augmentations de dividendes. C'est un des points saillants, me semble-t-il, de ces publications des résultats 2016. Alors si on entre un petit peu dans le détail, la réaction boursière moyenne a été de 1,1% le jour de la publication. Et si on compare cette évolution à ce qu'a fait l'indice ce jour-là, l'indice, lui, il a monté de 0,2% simplement le jour de la publication. Donc il y a un différentiel relativement important de 0,9%. Et puis, si on entre dans le détail des sociétés qui ont monté, qui ont baissé, il y a des hausses assez spectaculaires. De chaque côté, j'ai répertorié les 4 plus fortes hausses et les 4 plus fortes baisses, avec notamment ArcelorMittal qui a gagné 9,3%, Nokia 5,5%, Crédit Agricole et Vinci près de 5% aussi. Du côté des déceptions, on voit que BNP Paribas a déçu, le titre a perdu 4,8%. Et donc, je suis désolé. J'étais en vacances. Voilà, c'est ça. Donc, on voit que dans le même secteur, il peut y avoir des choses satisfaisantes et des choses décevantes. Et puis, Schneider Electric, j'en ai déjà parlé. Voilà un petit peu ce panorama. Donc, pour résumer, un panorama plutôt favorable quand même dans ces publications de résultats 2016. Et puis on en saura beaucoup plus à la fin de la semaine, puisque là, quasiment la totalité, à 3-4 exceptions près, la totalité des sociétés du CAC auront dévoilé leurs résultats 2016. Merci beaucoup Rémi. Dans le focus, vous avez parlé de ArcelorMittal et je crois Laurent voulait nous montrer quelque chose sur ArcelorMittal. Effectivement, Falco, donc cette semaine j'ai retenu ArcelorMittal puisque le graphique est intéressant. Vous le voyez, dans un premier temps, on est dans une tendance haussière sur Arcelor. Et cette tendance, un petit peu comme sur le CAC, elle est devenue plate, c'est-à-dire qu'on a assisté ici à une phase de consolidation à partir du mois de décembre, avec un titre, vous le voyez, qui oscillait entre grosso modo 7 € et 8,25 €. Et puis on a eu ce franchissement de résistance, autrement dit on sort du range, on dit techniquement que la tendance est rafraîchie et on repart donc a priori dans un mouvement haussier, puisque vous le voyez, on a franchi ce niveau et puis depuis on a fait environ 5 séances sans qu'on repénètre sous ce niveau à 8,27. Alors évidemment ça serait
très bien qu'on reste toujours au-dessus de ce niveau de résistance. Mais bon, même si on retournait un petit peu en dessous, vers les 8 euros, je ne serais pas trop inquiet. Autrement dit, on a sur ArcelorMittal un titre qui, à court terme, reste bien orienté, reste entouré par les investisseurs et par conséquent, on peut tabler pour les jours et les semaines à venir à une continuation de la hausse avec, vous le voyez, un target, un objectif de prix autour de 9,80, 10 euros donc pour les prochaines semaines. Et c'est la raison, Falco, pour laquelle j'ai choisi sur Arcelor un warrant call de code RH02B. Merci beaucoup Laurent. Donc sur ArcelorMittal, un warrant call avec le code NEMO RH02B qui a actuellement un levier de 7,63 qui a un prix d'exercice de 10,40. Son échéance c'est le 16 juin 2017, donc aussi un investissement de court à moyen terme. Et voilà, son prix de vente ce matin c'est 14 centimes pour ArcelorMittal à 8,77,1 €. Avec cette warrant call, on se tourne à notre prochaine rubrique, à ne pas manquer. Alors Rémi, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer ? Alors du côté de l'économie, il n'y a pas énormément de choses cette semaine. Aux États-Unis, il y a tout de même cet après-midi les indices PMI Market instantanés qui sont publiés donc dans l'après-midi. Ils ont été publiés ce matin en Europe et ils étaient très bons en Europe, nettement supérieurs aux prévisions. Donc c'est à suivre. Et puis il y a les ventes de logements de janvier qui sont publiées dans l'ancien aujourd'hui et dans le 9 vendredi. Et enfin le fameux indice de confiance de l'Université du Michigan qui sera annoncé vendredi également. À suivre également en Europe les PIB du 4e trimestre qui sont annoncés demain au Royaume-Uni et jeudi je crois en Allemagne. Et puis en Allemagne aussi le fameux indice IFO du climat des affaires qui sera indiqué demain. Et enfin l'inflation dans la zone euro, savoir si l'inflation reprend, continue à remonter, ce qui était l'objectif de la BCE. Et ça c'est annoncé demain. Voilà pour l'économie. L'agenda entreprise, lui, est très nourri. Les publications en France de résultats se poursuivent. Alors, de très nombreuses sociétés du CAC 40, je n'ai fait figurer d'ailleurs que celles du CAC 40 dans ce slide, avec notamment demain Accor et Airbus, et puis une journée de jeudi extrêmement chargée, avec les résultats 2016 d'AXA, de Bouygues, d'Orange, de Peugeot, de Saint-Gobain, et puis vendredi, ce sera au tour de Veolia, Vivendi, Safran et Solvay. Également des publications internationales importantes. On peut relever dans la téléphonie Telefonica jeudi, et puis aux États-Unis ce soir, Home Depot et Walmart. Voilà une semaine donc très chargée au niveau microéconomique, moins chargée au niveau macroéconomique. Merci beaucoup Rémi. Donc c'est quasiment la fin de notre émission et avant de nous quitter, je vous donne rendez-vous cette semaine, jeudi, le 23 février, pour notre webinaire avec Laurent, les fondamentaux de l'analyse technique. Après, peut-être c'est un peu plus que les fondamentaux parce qu'on discute beaucoup, il y a plein de questions de clients, c'est super intéressant. Donc avec Laurent, cette semaine, 17h le 23 février, jeudi. Et aussi la semaine prochaine, évidemment, 100% marché, le 28 février à midi. Comme d'habitude, ici au plateau. Donc merci beaucoup à la régie, à Olivier et Stéphane pour cette émission. Merci beaucoup à Rémi d'avoir été au studio et aussi à Laurent pour voilà, toutes les analyses. Donc merci à vous d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous cette semaine pour le webinaire ou pour 100% marché dans la semaine prochaine. Au revoir.